Allez, on démarre. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Merci d'être venus pour ce café sciences sociales organisé par l'APSES, l'association des professeurs de sciences économiques et sociales. On tient, avant de commencer, à remercier le Tourangeau qui nous accueille. Et n'hésitez pas à appuyer ces remerciements en consommant. Les cafés sciences sociales ont pour objectif de discuter avec des chercheurs et des spécialistes de sujets brûlants en sciences sociales. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est l'inflation. L'inflation et son impact sur les inégalités. Sommes-nous tous égaux face à l'inflation? On va en discuter avec Florence Janicatrice, qui est économiste, spécialisée dans l'étude de l'emploi dans les services et dans les indicateurs économiques. Elle est professeure à l'Université de Lille, notamment, et elle est chercheuse au Centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique, le CLERC. Elle a notamment publié un repère donc aux éditions La Découverte intitulé « L'indice des prix à la consommation ». Donc l'outil qui est utilisé pour mesurer l'inflation, qui est très bien, que je vous conseille si vous dites ça. Et on en parle également avec Anne Brunner, qui est directrice d'études à l'Observatoire des inégalités. L'Observatoire qui publie régulièrement des rapports, notamment le rapport sur les inégalités en France, un rapport sur les riches également. Donc voilà, elle coordonne ces rapports. Et on est très content que ces deux intervenants soient avec nous ce soir. Alors, oui. Rappelle aussi, si je ne me trompe pas, que Mme Janicatrice est présidente toujours de la FEP. Je ne suis plus depuis un an. Oh, je suis très interne. Je répondrai. Oui, donc la FEP avec laquelle on a quand même des relations extrêmement serrées, étroites et importantes. J'ai eu l'occasion de le rappeler il n'y a pas longtemps. Super. Alors, donc ce thème de l'inflation, je voudrais commencer d'abord en se demandant qu'est-ce que l'inflation. En effet, évaluer les effets de l'inflation sur les inégalités suppose d'abord de savoir comment est-ce qu'on mesure l'inflation. Et donc, voilà, que sait-on de cette mesure de l'inflation? Comment est construit le chiffre de l'inflation? Et donc, peut-être Florence, est-ce que tu peux commencer sur cette question? Je vais évidemment répondre à la question. Je voulais tout d'abord remercier le Café des sciences sociales de m'avoir invité, remercier Johan, remercier Gérard Gross qui a été un peu le go-between et à qui je ne peux rien refuser, et puis remercier l'APSES et ceux de l'APSES qui sont là. Et en effet, j'ai présidé l'Association française d'économie politique pendant plusieurs années, mais aujourd'hui c'est Agnès Labrousse et Gaël Blumcock qui sont co-présidents. Et avant moi, c'était André Orléans. Voilà. Et en effet, je pense qu'on avance main dans la main sur un certain nombre de sujets, puisqu'on a au moins comme épistémologie commune de penser que l'économie, c'est un peu ou prou une science sociale comme une autre. Voilà. Donc la question qui m'est posée, là, qui m'est adressée autour de comment on mesure l'inflation, moi je dis souvent aux étudiants, et bravo aux élèves de lycée d'être avec nous ce soir, c'est trop sympa de passer un petit peu de temps de votre soirée avec nous. Je dis souvent que sur les indicateurs macroéconomiques, ils ont tous une histoire, en fait. Ils sont tous inscrits dans un projet politique pour répondre à une question du temps auquel il a été posé. Et pour le coup, pour l'inflation, la première fois où l'État s'est dit qu'il fallait mesurer l'inflation, c'était en 1913. Alors c'est une histoire un peu plus longue que celle-là, mais je vais la mettre un petit peu à ce niveau-là. 1913, gros conflit autour de ménagères qui descendaient dans la rue parce qu'elles pressentaient que le coût de la vie avait explosé et qu'elles n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Alors pourquoi des ménagères? Parce que ce sont quand même souvent des femmes qui tiennent le budget du ménage et elles n'arrivaient plus à nourrir leurs enfants. Et donc elles se disaient que quelque chose se passait, elles se rendaient compte que le prix du pain était en train d'exploser. Vous savez, pour le prix du pain, on a parfois coupé des têtes de rois. Et donc le gouvernement a été très fébrile, d'autant qu'il y a eu quelques morts, notamment dans le Nord, je pense à Cambrai de mémoire, du fait de ces manifestations.
Et le gouvernement s'est dit à l'époque, encore une fois je fais d'une histoire longue quelque chose de court, s'est dit, en fait on ne sait pas de combien augmentent les prix, puisqu'on n'a pas de mesure agrégative, on n'a pas d'indicateur un peu qui nous permettent d'avoir une mesure résumée de ce qui est en train de se passer. On pouvait avoir le prix du pain en bas de chez nous, son évolution, les prix de la viande dans une autre région, on avait chacun une expression singulière ou une perception singulière, mais pas de construction collective de ce que c'était que cette mesure de l'évolution des prix. Et donc, il a mis au journal officiel l'obligation de construire un indice de mesures agrégées de l'ensemble de l'évolution des prix. Et donc l'inflation, c'est une sorte de mesure composite pour essayer de mesurer l'évolution du prix d'un panier représentatif, je ne vous dis pas encore de quoi, d'un panier représentatif, et dont ce panier serait de composition constante dans le temps, et de composition et de qualité constante dans le temps. Vous voyez, c'est un peu l'idée de capter l'effet pur, l'effet de l'évolution pure du prix. Vous essayez de vous dire, si tout ça ne bougeait jamais, quand je capture son évolution, l'évolution de son prix dans le temps, il est le fruit de uniquement l'évolution du prix, mais on garde toujours le même thé, on garde toujours la même eau, on garde toujours le même type de verre, vous voyez. Mais évidemment, les choses sont bien plus compliquées que ça. Mais c'est vraiment l'idée de construire l'évolution du prix d'un panier fixe de biens, fixe en composition et en qualité. Et ça, c'est en 1913, et c'était l'ancêtre de l'INSEE, puisque l'INSEE n'est né qu'en 1946. Et puis, bon an, mal an, entre 1913, mais surtout 1946 et aujourd'hui, il y a eu plusieurs réformes de l'indice des prix à la consommation, puisque l'indice des prix à la consommation, c'est l'expression statistique de la mesure de l'inflation, comme le disait Johan. Il y a eu, j'ai compté 9 réformes, 9 grosses réformes de l'inflation, et il y a eu surtout énormément de controverses autour de sa mesure, mais j'y reviendrai plus tard quand on me demandera pourquoi il y a eu des controverses autour de la mesure de l'inflation, si toutefois ça revient dans le débat. Ah non, c'est que... Okay. Alors, peut-être première question aussi pour lier avec la question des inégalités. Les ménages ont des ressources inégales et ne dépensent pas tous leur argent de la même façon, selon la taille du ménage, l'âge de ses membres. Et du coup, on pourrait se demander pourquoi un indice pour tout le monde, est-ce qu'il ne faudrait pas différencier les instruments de mesure de l'inflation selon les types de ménages? Je vais commencer, puis après je donnerai la parole à Anne, parce que ça me permet de prolonger l'histoire de l'indice des prix à la consommation. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en 1913, et d'ailleurs aussi en 1946, cette mesure, un peu ce proto-indice de la mesure de l'inflation, il était ciblé sur le ménage ouvrier. On mesurait l'inflation du ménage ouvrier. Parce qu'on répondait aux problèmes politiques de l'époque, qui était que c'était les ménages ouvriers qui étaient descendus dans la rue. Et donc c'est eux dont on voulait suivre l'évolution, en gros, de l'impact qu'avait l'inflation. C'était l'inflation sur eux. Ménage ouvrier, composé d'une famille de 4 personnes, 2 enfants, et de la région parisienne. Et là, pour le coup, la région parisienne, c'est intéressant aussi de faire de la sociologie de la quantification pour cela. La région parisienne, parce que c'était pratique, parce que l'ancêtre de l'INSEE n'avait pas de réseau en région. Et donc, il n'avait possibilité que de collecter des prix de la région parisienne. Et puis, petit à petit, à partir des années 60, l'objectif de l'INSEE a été de ne plus se cibler sur le ménage ouvrier de la région parisienne, mais du consommateur moyen. Les années 60, le consommateur moyen. Donc l'objectif, ça a été de tenir compte non plus d'un panier représentatif de la consommation d'un ouvrier, mais du consommateur moyen. Et donc l'idée, c'était de mettre toutes les consommations à l'intérieur du panier de la ménagère, d'une certaine manière. Et donc, pourquoi ce consommateur moyen? Pour des raisons statistiques, on avait accès à des enquêtes du budget des ménages, et donc c'était possible dorénavant d'avoir plutôt accès à une consommation moyenne, mais c'était aussi pour une raison politique. C'était dans les années 60, l'horizon politique était encore celui de l'égalité, et de l'idée qu'un consommateur moyen, la classe moyenne, aurait été ou serait représentatif de l'ensemble de la population.
Et je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus ni l'ouvrier, ni le consommateur moyen. Aujourd'hui, la mesure de l'inflation, elle est représentative de l'homo economicus, c'est-à-dire du consommateur qui existerait, qui est hypothétique, qui existerait s'il se comportait de manière hyper rationnelle, comme le veut la théorie microéconomique du consommateur. Donc là, je parle qu'à certains happy few, mais il faut que vous sachiez que la théorie est devenue hyper performative. C'est-à-dire qu'on s'adresse aujourd'hui à un type de consommation qui n'est plus la consommation réelle, mais la consommation et les pratiques de consommation qui existeraient si le consommateur se comportait de manière hyper rationnelle. Grand tour de force. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aussi à l'APSES pour l'invitation. Le consommateur moyen n'existe sans doute pas, et quand on veut s'intéresser aux inégalités précisément, on s'aperçoit que l'inflation est un phénomène inégalitaire pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord qu'on ne consomme pas tous la même chose, ça va comme ça, et que ce panier moyen, il ne reflète pas les consommations des différents types de catégories de la population. Et puis l'autre élément, donc, c'est que tous les prix n'ont pas monté au même rythme pendant ce phénomène récent d'inflation. Donc par exemple l'indice IPC, dont on parle, le panier moyen, il a augmenté sur la période qui va de la moitié 2021 à 2023 de 11% en tout. Et sur l'énergie, les prix ont augmenté de 36% et sur les produits alimentaires de 21%. Or, si on regarde précisément, par exemple, entre ouvriers et cadres, quelle est la part du budget que ces différentes catégories consacrent aux produits alimentaires, au chauffage de leur logement ou au transport, et bien, si je fais la somme de ces trois postes, il y a 10 points d'écart dans le budget pour les ouvriers qui consacrent 10 points de plus de leur budget que les cadres, précisément à ces postes. En proportion, évidemment, ils dépensent moins en montant, mais en proportion dans leur budget, ça représente un poids plus important, puisqu'ils ont moins de moyens et donc ils vont consacrer une plus grande part de leur budget à des consommations indispensables, essentielles, tandis que les cadres, avec leur revenu supérieur, vont pouvoir avoir des consommations qui sont un peu plus superflues, notamment dans les loisirs, et les déplacements également. L'INSEE, d'ailleurs, je vous le signale, sans pouvoir en faire un commentaire toujours très pertinent, mais de temps en temps je vais jouer avec ça, un simulateur d'inflation dans lequel vous pouvez modifier les postes de votre consommation et retirer le tabac si vous ne fumez pas, rajouter la voiture, et faire varier, on peut comme ça paramétrer son propre panier de consommation et voir l'effet sur l'inflation. Alors en termes de commentaires, moi ça me laisse totalement perplexe. J'en ai parlé dans mon nom. Je veux dire un mot. Je veux bien en dire 3 mots. Et puis, on n'a pas donc d'indice différencié, on a un indice moyen. Tout de même, l'INSEE publie quelques études ponctuelles sur les effets différenciés de l'inflation selon les types de ménages. Quelques éléments. Si on considère que la consommation n'a pas bougé, donc que les Français ont continué de consommer la même chose, et avant de regarder comment ont évolué les revenus ou l'effet des mesures socio-fiscales sur les Français pendant la période, on s'aperçoit que pour les 10% les plus pauvres, c'est une hausse de prix de 7,5% qui a eu lieu. Donc pour les 10% les plus riches, c'est seulement 3,6%, et ça c'est pour l'année 2022, année pendant laquelle les prix qui ont augmenté étaient notamment les prix de l'énergie, du chauffage, du transport et les prix alimentaires. Mais c'est pas qu'une question d'aujourd'hui. Il y a aussi d'autres critères qui entrent en jeu si on veut différencier les effets de l'inflation. Il y a la question de la taille du logement, notamment, parce que plus on a un logement grand par rapport à son budget, plus il va falloir dépenser pour le chauffer, dépenser d'autant plus quand les prix augmentent. Le type de chauffage entre également en ligne de compte. Le fioul est beaucoup plus cher que le gaz, qui est beaucoup plus cher que les granulés. Et puis le fait d'être présent toute la journée dans son logement, ça fait aussi qu'on a besoin de chauffer plus longtemps. Ce qui fait que les ménages les plus âgés ont eu un effet plus fort d'environ 1 point pour les plus de 75 ans
de l'augmentation des prix en moyenne. Les ménages ruraux également, un point selon les estimations du lycée. Et puis, à l'inverse, les ménages de moins de 30 ans qui sont logés dans des espaces plus petits, et les Parisiens qui dépensent moins en carburant, eh bien, ont eu un effet plus faible de l'inflation, si on veut regarder un taux d'inflation. Pardon, on ne peut pas très bien. Qu'est-ce que je peux faire comme ça? Ok, merci de me le signaler. Là, ça va aller? Vous me refaites signe si c'est pas mieux. Donc, les plus âgés, plus de 75 ans, un point de plus. Les ruraux aussi, et à l'inverse, les plus jeunes ont été finalement moins touchés. Et les Parisiens également. Et puis, on a parlé consommation, mais il y a un autre bouclier contre l'inflation, à mon sens, c'est l'épargne. C'est-à-dire que j'y vais sur l'épargne. Un autre élément majeur qui différencie les plus pauvres des plus riches, c'est le fait que quand on appartient aux 20% des plus riches, on va mettre de côté, chaque mois ou chaque année, 30% environ de son revenu. Alors que quand on appartient aux 20% les plus pauvres, on ne va rien mettre de côté de son revenu. Ce qui fait que quand les prix augmentent, et bien finalement pour les plus aisés, les marges de manœuvre sont beaucoup plus grandes, ils ont moins de dépenses contraintes, on y reviendra peut-être, ils ont plus d'épargne, et donc ils peuvent beaucoup plus facilement aller piocher, faire des arbitrages beaucoup plus faciles, pas d'arbitrage, et subir beaucoup moins fortement les effets d'augmentation des prix alimentaires. Je m'arrête là peut-être pour la... Je voulais juste ajouter quelque chose sur existe-t-il des mesures d'inflation par catégorie socio-professionnelle? En fait, c'est ça la grande question que nous posait Johan, c'est-à-dire est-ce qu'il en existe? En fait, il en existe déjà au moins une, que vous connaissez très très bien. C'est la mesure de l'inflation qui est utilisée pour indexer le salaire minimum. Parce qu'on n'indexe pas. Alors, indexer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, je le fais encore une fois un peu à la serpe, mais si l'inflation augmente de quelques points, de 3, 4, 5%, 6%, eh bien, mécaniquement, quand il y a un système d'indexation qui existe, mécaniquement, les salaires sont augmentés de temps pour maintenir le pouvoir d'achat des ménages. Donc ça, c'est un système qu'on a connu entre les années 50 et les années 80. En 1984, sous un gouvernement de gauche, virgule, eh bien, ce système d'indexation automatique a été supprimé parce qu'on a eu un tournant qui s'est appelé le tournant du monétarisme. Alors, et que les gouvernements successifs, ensuite, ont ciblé l'inflation comme étant le principal mal des économies. On pourrait se poser la question. Et comme c'était le principal mal des économies, on a mis en place des tas de politiques d'ajustement, plutôt de type monétariste, qui sont venus contracter à la fois la demande et puis la croissance, et qui ont eu des effets, disons, de ralentissement de l'inflation. Mais ce faisant, il y a eu une désindexation aussi des salaires, avec cette idée parfois brandie comme un chiffon rouge, qui est encore aussi brandi aujourd'hui, selon lequel voilà, on serait dans des cycles inflationnistes, parce que quand vous avez de l'indexation mécanique, bah, les salaires augmentant, ça vient augmenter les coûts de production, et les coûts de production augmentant, ça vient augmenter l'inflation, et donc voilà, c'est ça qu'on appelle une sorte de boucle, un peu effet boucle prix-salaire. Bon. Et donc l'indexation existait jusqu'aux années 83, 84, et ensuite on a à peu près désindexé tout, sauf les prestations sociales, sauf les pensions jusqu'au début de l'ère Macron, et sauf le salaire minimum. Mais le salaire minimum donc n'est pas indexé sur l'inflation moyenne. Le salaire minimum est indexé sur l'évolution de l'inflation des 20% les plus pauvres, des 2 derniers déciles. Alors vous pourriez dire, mais c'est quoi l'inflation des 20% les plus pauvres? Comment on fait pour la calculer? Donc là, je donne un petit peu des sous-textes de ce que Anne ne dit pas. Parce que moi, je pense que si on veut faire de la bonne économie, il faut aussi savoir raison garder sur les statistiques, parce que les données ne sont pas une donnée, comme dirait Alain Desrosières. Ce sont des conventions sociales ou des conventions sociopolitiques qui sont construites à un moment particulier.
Et donc, pour calculer cette inflation des 20% les plus pauvres, en gros, on se dit, ils ne consomment pas la même chose, et donc on fait bouger les coefficients budgétaires. C'est-à-dire on fait bouger la part des dépenses de ces 20% les plus pauvres dans la dépense totale. Alors ça, on a des enquêtes, budget des ménages, qui nous donnent qui fournissent des données relativement fiables. Mais il y a un gros problème avec ces coefficients budgétaires, surtout à une période où on n'est plus du tout dans un régime fordiste, il y a de l'hétérogénéité dans les consommations. Enfin, il faut aussi tenir compte du fait que le capitalisme aujourd'hui n'est plus celui des années 60 et 70. Et en particulier, on ne tient pas du tout compte dans cette manière de calculer l'inflation catégorielle, de cette CSP, disons des ouvriers, des employés qui sont au SMIC, on ne tient pas compte des effets dits de gamme. C'est-à-dire le fait que les gens, selon leur niveau de vie, ne consomment pas les mêmes tomates, ils ne consomment pas les mêmes voitures, ils ne consomment pas les mêmes eaux, en fait ils ne consomment rien de pareil, les riches et les pauvres. Et quand ils vont en vacances une semaine, ils ne consomment pas les mêmes vacances. Or, à l'intérieur de ce panier moyen, eh bien, ces effets de gamme, de qualité de ce qui est consommé, eh bien, l'INSEE n'en tient pas compte parce qu'elle ne se donne pas les moyens, enfin, c'est un institut, il ne se donne pas les moyens de calculer ces effets de gamme. Et donc, en fait, c'est à la grosse, ces effets catégoriels qui sont calculés, mais sans doute qu'il y a des effets de gamme dont d'ailleurs on ne sait pas dans quel sens ça irait. Est-ce que ça tire l'inflation vers le haut ou vers le bas? On n'en sait pas. Sauf qu'il y a un auteur économiste qui s'appelle Xavier Jarabel, qui a fait ce travail de calcul des effets de gamme pour les États-Unis, parce qu'ils ont des bases de données beaucoup plus conséquentes, et il a montré que c'était très inflationniste pour les plus pauvres. Et qu'en fait, c'est souvent dans les produits première gamme que les inflations sont plus fortes. En particulier parce que souvent les plus pauvres, ils sont hyper captifs, ils n'ont pas les capacités parfois cognitives mais surtout matérielles de pouvoir bouger d'un magasin à l'autre, d'être très stratégiques dans leur manière de consommer, donc ils vont là où ils peuvent, ils n'ont pas la même mobilité en quelque sorte. Alors avec Internet ça peut un peu bouger mais il faut voir, et donc d'une certaine manière étant captifs ils n'ont pas la capacité de pouvoir avoir une sorte d'élasticité dans leur consommation. Et il a montré en tout cas, Xavier Jarabel, que ça avait augmenté beaucoup plus, les effets de gamme ont tiré l'inflation vers le haut pour les ménages les plus pauvres. C'est clair ce que j'ai dit? Ouais, ça va. Mais ça, c'est de mon point de vue un effet catégoriel très important. Après, l'autre question se pose de savoir s'il faut calculer des indices très très différenciés et les singulariser de telle sorte que chacun puisse être responsable de sa propre inflation. Donc je vais revenir sur le simulateur pour dialoguer avec Anne. Encore une fois, pourquoi est-ce que l'INSEE a mis en place un simulateur? C'est vraiment la question de base. Avant de savoir quoi en penser, il faut savoir pourquoi il l'a mis en place. Et donc il l'a mis en place au moment d'une énorme crise de confiance vis-à-vis de l'inflation. Et cette crise de confiance a été au moment du passage à l'euro. Le passage à l'euro en 2002, ça a été une perte de ce qu'on pourrait appeler, de ce que les économistes des conventions appelleraient, une perte de repères cognitifs collectifs. Pourquoi? Parce qu'au moment du passage à l'euro, alors les plus jeunes qui écoutent, eh bien vous ne vous souvenez pas, parce que vous n'étiez peut-être même pas, vous n'étiez sans doute pas nés. Et donc, mais au moment du passage, non, vous n'étiez pas nés. Et donc au moment du passage à l'euro, c'est un peu comme si quand vous allez dans un pays étranger qui n'utilise pas l'euro, vous êtes complètement perdu au départ du pouvoir d'achat des monnaies que vous avez dans la poche. Et bien ça nous a fait le même effet, nous, Français, quand on nous a mis entre les mains des euros. On n'avait aucun point de repère. Et donc on était dans une gymnastique, on avait des petits calculateurs pour faire voilà. Mais on était dans une gymnastique perpétuelle. Et cette gymnastique perpétuelle, elle a eu aussi une conséquence très très forte. Elle a eu une sorte de perte de confiance dans le prix affiché dans la nouvelle monnaie des produits qui étaient proposés. Avec cette idée que peut-être les producteurs ou les distributeurs en avaient profité pour augmenter un petit peu, pour arrondir à la hausse, etc. etc. Et puis évidemment, d'autres économistes hétérodoxes ont bien montré aussi que c'était aussi un manque de confiance dans une monnaie qui était produite par une institution qui n'avait pas la souveraineté nationale d'un État national tel que nous les connaissons. Donc,
bref. Mais en tout cas, Bruno Terret a montré ça magistralement dans ses travaux, ou André Orléans, sur le rôle de la monnaie et le rôle aussi avec la souveraineté de l'État. Et là, on avait une sorte d'État supranational, une institution européenne, voilà, qui n'a pas toujours fait les choses très très démocratiquement et qui, à un moment, là, émet une nouvelle monnaie, en plus avec un rôle conféré à la Banque Centrale Européenne qui était quand même bien particulier. Enfin, je pense que pour comprendre l'inflation, il faut aussi comprendre tout ça. Voilà. Et pour le coup, il y a eu un discrédit assez fort de la mesure de l'inflation parce qu'il n'y avait plus à la fois de confiance dans l'affichage des prix et il n'y avait plus tout à fait la confiance dans cette nouvelle institution émettrice de cette nouvelle monnaie. Et donc, et ça se voyait dans quoi? Comment on peut mesurer le fait que les gens n'ont plus confiance dans la monnaie? En fait, c'était visible par des enquêtes sur la perception que les gens ont de la mesure de l'inflation. Vous avez l'inflation officielle d'un côté, et de l'autre côté, vous avez aussi des enquêtes conjoncturelles qui existent d'ailleurs depuis les années 50, prises en charge par l'INFOP au départ, mais aussi par la Banque centrale, qui est très, très attachée aux anticipations de l'inflation. Et donc tous les ans, vous avez, ou tous les mois même, vous avez des possibilités d'avoir une mesure de la perception qu'ont les gens de l'inflation. Est-ce que les gens pensent que l'inflation est au-dessus ou en dessous de l'inflation officielle? Et à partir de 2002, il y a eu une sorte de hiatus monumental avec une inflation perçue beaucoup plus importante, mais de plusieurs points plus importante que l'inflation officielle. Et là, branle-bas de combat à l'INSEE, branle-bas de combat aussi à Destatis, qui est l'institut statistique allemand, évidemment, parce qu'ils avaient perdu aussi le Deutschmark, ils étaient passés à l'euro, et c'était le même hiatus en France qu'en Allemagne. Et donc Destatis, cet institut allemand, a dit on ne peut pas ne pas avoir de crédibilité dans notre monnaie. Et donc pour gagner la confiance des ménages, ils ont mis en place un simulateur individuel. Et ils ont mis en place un simulateur individuel en disant ayez confiance dans notre mesure de l'inflation agrégée, et s'il y a des différences entre vous et nous, c'est que vous avez des structures de consommation hétérogènes. Et donc on est venu individualiser complètement la mesure de l'inflation. Donc chacun peut aller calculer en effet sa propre inflation. Mais réfléchissez, à quoi sert la mesure de l'inflation? Le plus gros usage qu'il y a, c'est vraiment une manière de coordonner les acteurs entre eux. Puisque le plus gros usage qu'il y a, c'est l'usage qu'en font les syndicats pour négocier des augmentations de salaire annuelles, bisannuelles, selon les conventions collectives, pour essayer de maintenir le pouvoir d'achat. Alors, allons un poil plus loin avec ce simulateur individuel. Chacun peut donc maintenant aller, avec son propre simulateur individuel, aller négocier des augmentations totalement individualisées. Et en fait, tous ces dispositifs procèdent d'une manière d'individualiser, d'hyper-individualiser à la fois la coordination des individus entre eux, c'est comme le passage des qualifications aux compétences sur le marché du travail. Enfin voilà, il y a mille manières de regarder à quel point il y a eu une individualisation des dispositifs, mais celui-là y participe. Et puis c'était aussi une volonté de l'État, enfin en tout cas de l'INSEE, de renouer avec la confiance dans la statistique publique. Et puis je peux rajouter aussi le fait que Alain Desrosières, donc sociologue de la quantification très connu, il disait qu'en fond c'était tout à fait l'expression d'un État totalement néolibéral, et il fait vraiment le lien entre ces mesures hyper individualisées et les États néolibéraux. Merci. Peut-être avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Gérard. Ouais. Alors, là, je parle d'un temps que les moins ne peuvent pas connaître. C'est un temps où la CGT produisait son propre indice des prix. Je crois que jusqu'aux années 60-70. Non, bien plus tard. Bien plus tard. Je peux t'expliquer. Et parce que, pour un certain nombre de raisons qui ont été évoquées ici. Donc, je ne sais pas, est-ce que... je pense que ça va être plutôt à Florence. Est-ce que tu aurais des lumières sur cet indice de la CGT? Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui remettre au bout du jour Il m'arrive d'être sollicité par des syndicats pour essayer de faire ce travail-là que je ne ferai jamais dans les conditions dans lesquelles la CGT l'a fait à l'époque. Alors, 1972, c'est le moment où la CGT décide de produire son propre indice.
en considérant que l'indice, on est en pleine période d'indexation mécanique. D'accord? Donc vous avez une désinflation plutôt très forte, hein, on est dans les années 70, on est à la veille de la première crise pétrolière, mais quand même. Et la CGT et le PC surtout ont quitté avec grand fracas dans les années 60, à la fin même des années 50, le gouvernement et les premières coalitions de l'après-guerre, enfin bref. Et donc il est en lutte permanente, la CGT, avec les gouvernements en place. Et comme il y a une indexation mécanique, la négociation et la controverse, elles glissent des négociations directes entre salariés ou syndicats et patrons vers la mesure de l'inflation. Parce que si vous dites, s'il y a 5% d'inflation, je vais négocier 5% pour que le pouvoir d'achat reste maintenu, enfin, si un individu, des individus, un collectif dit mais en fait l'inflation elle n'est pas de 5%, moi je vous dis que si on la mesurait bien elle serait de 7%. Ben, vous voyez bien que tous les ans, si on ne négocie que 5%, en fait on ne maintient pas le pouvoir d'achat il se réduit. Et donc il y a eu comme ça un glissement de lutte et de négociation autour de l'augmentation du salaire direct vers une discussion ou des disputes autour de la mesure de l'inflation. Et la CGT pendant les années 60, considérait que l'inflation mesurée par l'INSEE était un indice patronal. Voilà comment il le qualifiait, ce qui a évidemment traumatisé l'INSEE pendant des années, considérant qu'il était un institut très très neutre, à distance de l'État et évidemment des patrons. Et donc la CGT a décidé de produire son propre indice. Mais les années 70, c'est plus aujourd'hui. À l'époque, la CGT était hyper puissante. Elle avait des moyens considérables. Et surtout, la plupart des administrateurs de l'INSEE étaient eux-mêmes syndiqués à la CGT, au pire à la CFDT. Aujourd'hui, comme me l'a dit l'une des personnes que j'ai interrogées dans le cadre d'une enquête qualitative auprès des anciens administrateurs de l'INSEE, l'un d'entre eux me disait « Aujourd'hui, s'il reste un keynésien, c'est tout le bout. Tous les économistes sont tous néoclassiques et il n'y a plus grand monde, enfin il reste quelques syndiqués, mais bon, c'est très très compliqué. » Et donc, les CGTistes de l'INSEE venaient aider l'organe central de la CGT à construire son propre indice avec les compétences finalement d'administrateurs de l'INSEE. Et donc, ils ont construit un indice qui a été très puissant, puisqu'ils le publiaient tous les mois. Ils le publiaient tous les mois, ils l'ont publié jusqu'en 1995. Et à partir de la fin des années 80, il y avait moins d'intérêt de le produire parce que l'inflation était redevenue très basse du fait du tournant monétariste. Et puis deuxièmement, les sujets portés par les syndicats ont bougé, et en particulier, comme la dette est devenue une problématique, quand il y a moins d'inflation, la dette devient une problématique. Et donc, la dette étant devenue une problématique, les syndicats se sont portés sur la défense des services publics, parce que quand vous dites dette, ça veut dire que vous voulez casser les services publics, hein, en fait, en gros, ça va assez circulaire. Et puis ils n'avaient beaucoup moins de moyens, parce que évidemment la CGT n'avait plus la même puissance dans les années 90 qu'elle l'avait dans les années 70, et donc ils ont finalement décidé d'abandonner ce projet. Mais c'est vrai que ça a été une très très grosse controverse qui a duré plus de 20 ans en fait. Alors évidemment elle a été très connue dans les années 70, et il faut que vous ayez en tête que dans les secteurs d'activité où la CGT était très puissante, eh bien les syndicalistes réussissaient à négocier des augmentations de salaire sur la base de l'indice de la CGT, plus que sur la base de l'indice officiel. Et vous m'aurez comprise, évidemment, l'indice de la CGT était toujours quelques points au-dessus de l'indice officiel. Ça permettait de négocier des salaires supérieurs. Maintenant, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qu'il y avait de différent dans leur indice par rapport à l'indice de l'INSEE? Juste une anecdote, à l'époque, il y a 50 ans, on se foutait de l'indice INSEE parce qu'ils prenaient en compte les balles de tennis. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui jouaient au tennis. Hein. C'était vraiment les riches. Donc ça choquait les ouvriers de prendre en compte les balles de tennis qui baissaient, dont le prix diminuait. Ouais, mais enfin, le coefficient budgétaire de la balle de tennis dans leur indice, ça devait être quand même micro. Je suis d'accord, mais c'était un symbole. Oui, mais en fait, les deux grosses questions qui restent des questions très d'actualité aujourd'hui, ça a été
Premièrement, le poids du logement dans l'indice des prix à la consommation est très très faible. Il est à peine de 15% quand on tient compte des dépenses autour du logement, alors qu'en fait, un étudiant, vous verrez l'année prochaine, les étudiants, un étudiant, c'est la moitié de leur budget, un logement, c'est 50%. Leur coefficient budgétaire en logement, c'est pas 15%. Et donc, en fait, dans la comptabilité nationale, on est plus proche de 25% que de 15%. Et la raison en est que dans l'indice des prix à la consommation, on ne tient compte que de la partie logement qui est consommée, et donc uniquement les loyers des locataires et pas des propriétaires. Et comme il y a la moitié des Français qui sont propriétaires, on divise par deux finalement ce poids du logement dans le panier de consommation, ce qui pose des problèmes, y compris au niveau européen, et donc il y aura peut-être des réformes dans les années à venir. Évidemment, c'est pas très grave si le prix si le loyer, le logement augmente au même rythme que l'inflation normale, mais comme on a basculé de capitalisme et que dans le capitalisme financiarisé, le bien logement est devenu un bien de spéculation, c'est devenu un bien immobilier et non plus un produit de propriété privée, eh bien vous savez que les prix de l'immobilier ont augmenté beaucoup plus rapidement que l'inflation, et donc ça a évidemment des incidences. Et donc dès les années 70, la CGT avait pris un coefficient budgétaire du logement plus important. Et le deuxième, mais sur lequel je ne vais pas m'appesantir trop, sauf si vous me posez des questions, le deuxième élément, c'est que la CGT a décidé de ne pas tenir compte des variations de qualité, c'est une question très très importante, qui pouvait y avoir à l'intérieur de l'évolution d'un panier de biens. Parce qu'en gros, si la qualité progresse, l'INSEE va considérer que ce n'est pas un effet prix, mais que c'est un effet volume. C'est-à-dire que le bien est de meilleure qualité, les gens le souhaitent davantage, et donc c'est bon pour leur bien-être d'une certaine manière. Je vais très très vite en besogne en disant ça. Et donc ça fait partie du volume et pas de l'effet prix pur. Et la CGT disait, mais nous, les ouvriers, ils ne choisissent pas la qualité. Si un costume, 3 pièces, ils en achètent un par an, s'ils passent de coton au nylon, et que l'INSEE ou n'importe qui considère que c'est une augmentation de qualité, pour l'ouvrier, ça n'est pas une augmentation de qualité, c'est simplement que sur le marché, il n'y a plus que ça. Et donc il est obligé, quel qu'en soit le prix, donc il est captif d'une certaine manière. Et donc se pose vraiment la question de savoir qui décide de la qualité et de la manière de mesurer la qualité. Et donc ils n'ont pas tenu compte de ces décotes liées dans l'inflation liées aux variations de qualité. Merci. Peut-être pour continuer un petit peu sur la question des inégalités et de l'inflation, peut-être maintenant sur la pauvreté, sur la question des ménages pauvres. Est-ce que l'inflation actuelle, qui est une inflation depuis 2 ans et qui est très forte, est-ce qu'elle a fait augmenter la pauvreté? Est-ce qu'on a déjà des données, peut-être pas forcément, mais des indices en tout cas, sur est-ce que l'inflation actuelle qui est forte a des incidences sur la pauvreté, sur le taux de pauvreté? Alors d'abord, il faut savoir que les dernières données dont on dispose pour mesurer la pauvreté datent de 2021, des revenus 2021. Je suis un prospectiviste. Je peux juste relever que sur la période de 10 ans qui précède l'épisode inflationniste dont on est en train de parler, la pauvreté a augmenté en France. C'est important de l'avoir en tête, avant même de discuter de quels vont être les effets de l'inflation sur la pauvreté en France. Donc la pauvreté, elle monte depuis 10 ans. Il y a 500 000 pauvres à peu près de plus en 2021 qu'en 2011. Donc rien à voir avec l'inflation, mais en tout cas c'est quelque chose à avoir en tête. 500 000 pauvres, ça c'est si je mesure le nombre de pauvres au seuil de 60% du niveau de vie médian, donc à peu près 1100 € aujourd'hui. Et on est passé à 9 millions de personnes concernées, puis si je prends le seuil à 50%, ça fait un peu moins 300 000 pauvres de plus, mais tout de même un effet négligeable. Et puis le deuxième élément, avant que j'essaie de répondre, enfin en tout cas d'apporter quelques éléments de réponse, c'est que je dois être très prudente. On n'a pas de données donc plus récentes que 2021. Il faudra attendre en 2024, fin de l'année, on aura les données 2022. Il faudra attendre fin 2025 pour avoir les données 2023 et avoir un premier aperçu de l'évolution de la pauvreté, dans lequel on ne pourra pas dire
quelle est la part due à l'inflation et quelle est la part due à d'autres phénomènes socio-économiques actuellement en cours ou politiques. Et puis mon rôle, c'est aussi d'essayer d'éviter l'exagération, parce que nous sommes contre-productifs. On se rappelle de chiffres extrêmement alarmistes pendant la période Covid sur le nombre de personnes pauvres. Du coup, ça m'inspire aussi à une posture plutôt prudente pour répondre à cette question, parce qu'il nous semble que toujours alerter sur une explosion de la pauvreté, je veux dire qu'elle avait augmenté, mais pas qu'elle avait explosé, et bien ça peut finalement mettre à mal le modèle social et la protection sociale auquel il faut continuer de tenir dans le pays. Alors comment est-ce qu'on peut mesurer la pauvreté? De deux manières. D'habitude je parle uniquement de pauvreté monétaire, mais là c'est intéressant, je pense, de s'intéresser dans cette période un peu plus à la pauvreté en termes de privation. Parce que finalement, l'effet très différencié de la construction du ménage va avoir des effets sur les personnes les plus modestes en termes de privation, d'arbitrage. Et on risque de voir évoluer sans doute. Ce qu'on va mesurer, c'est peut-être une aggravation de la pauvreté à travers, je ne sais rien, mais disons c'est une piste qu'il faudra regarder. Est-ce que, par exemple, la part de personnes qui ne peut pas partir une semaine en vacances, qui ne peut pas s'acheter une deuxième paire de chaussures, qui ne peut pas manger tous les 2 jours au moins de la viande, du poisson, etc. Est-ce que ces privations matérielles et sociales qui sont mesurées par l'INSEE évoluent pendant cette période inflationniste? Ce serait une manière de saisir l'effet sur les personnes les plus modestes de l'augmentation des prix. Et puis surtout, la pauvreté, nous on la mesure de manière monétaire. Je vous parlais tout à l'heure du seuil de pauvreté, donc qui est fixé par exemple à 50%, 60% du niveau de vie médian. Ça veut dire que être pauvre, ça veut dire être très en dessous du niveau de vie du milieu de la société, du français du milieu. Pour le moment, on ne sait pas comment va évoluer le niveau de vie, comment a évolué sur ces 2 dernières années le niveau de vie médian. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, dans l'ensemble, avec des données macroéconomiques, il n'y aurait pas eu une forte perte de pouvoir d'achat des Français, malgré la hausse des prix. Du coup, si le niveau de vie médian est relativement stable, à l'image de ce qu'on mesure de façon moyenne sur le pouvoir d'achat des Français, ça voudrait dire que le seuil de pauvreté va être stable aussi. Par contre, s'il y a un recul du pouvoir d'achat des Français et des classes moyennes, alors le seuil de pauvreté va baisser avec un effet statistique qui peut être paradoxal. Si on abaisse le seuil de pauvreté, et si les revenus des personnes les plus modestes n'ont finalement pas tellement bougé, et on pourrait arriver à des situations comme en 2012-2013, où c'est le décrochage des classes moyennes qui amène à mesurer moins de pauvres. Je suis incapable de dire si ça va se produire, mais c'est un phénomène mécanique calculatoire qui pourrait arriver. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que, alors, les prestations sociales sont indexées mais revalorisées, bon an, mal an, à peu près, c'est pas exactement au mois le cas, mais Florence sera peut-être d'un avis contraire, mais à peu près, d'accord. Super. On dit qu'ils sont revalorisés à peu près au rythme de l'inflation, ce qui fait qu'on peut se dire que pour, du côté des revenus, les plus pauvres vont voir leurs revenus évoluer du moins en pourcentage au rythme des prix. Après, en termes de privation, encore une fois, en pourcentage, ça ne suffit pas forcément à couvrir le ticket de caisse supplémentaire, enfin la hausse du ticket de caisse alimentaire qui est constatée. Du coup, j'ai un petit peu perdu le fil de ce que je voulais vous dire, mais je m'attends, voilà, je prends un risque un peu personnel en m'exposant comme ça, surtout pas au nom de l'Observatoire des inégalités, à voir peut-être une pauvreté en conditions de vie mesurée par les privations augmentées, et je ne suis pas certaine que la pauvreté mesurée en termes monétaires va augmenter. D'autant que l'inflation n'est pas le seul phénomène à l'œuvre, il y en a d'autres, il y a la baisse du chômage sur cette période, même s'il est un peu ralenti. Ça ne suffit pas sur les dernières années à voir la pauvreté diminuer, mais néanmoins c'est une excellente nouvelle pour les plus modestes. Pour que ça ait un vrai effet sur la pauvreté, il faudrait que les emplois qui sont créés soient des emplois qui soient moins précaires, qui permettent d'assurer un niveau de vie qui soit supérieur sur toute l'année au seuil de pauvreté. On peut se dire aussi que
l'affolement de certains employeurs sur les métiers en tension, etc., a peut-être favorisé les salaires d'embauche de nouveaux venus sur le marché du travail, dans des métiers qui sont très mal rémunérés, et que ça peut bénéficier à certains jeunes embauchés dans des métiers de service. Il faut espérer. Pour le moment, les indicateurs ne suffisent pas à le dire. Et puis il y a eu des soutiens ciblés de la part de l'État, alors très inférieurs, on y reviendra peut-être en termes de politique menée, mais il y a eu quelques soutiens ciblés envers les personnes les plus modestes, notamment en 2022, avec chaque inflation, indemnité inflation, chaque énergie, indemnité inflation, etc., qui représente une somme à l'échelle de l'État tout de même relativement importante. Si on regarde le montant pour une personne riche, c'est très petit montant, mais pour maintenir le pouvoir d'achat finalement de personnes qui gagnent très peu, ça a peut-être été fait aussi avec ces mesures de soutien aux revenus des plus pauvres. Et puis, je voudrais revenir aussi sur cette hausse de la pauvreté sur les 10 dernières années. Elle n'était pas liée ni à l'augmentation des inégalités de salaire, ni à une augmentation des prix. Elle était liée à d'autres phénomènes, l'augmentation du nombre de familles monoparentales et l'augmentation de la précarité de l'emploi, c'est-à-dire le fait de toucher un salaire qui n'est pas un salaire à plein temps toute l'année, qui est un salaire à temps partiel ou un salaire pour une partie de l'année, du fait de l'augmentation. Ça va comme ça. Mais finalement, si je vous parle comme ça, c'est peut-être... Je me concentre. Là, ce qui est à l'œuvre sur ces dernières années, c'est l'augmentation de la précarité de l'emploi, des contrats de plus en plus courts, notamment pour les jeunes et non qualifiés. Et on a vu une augmentation de la pauvreté chez les jeunes et de la pauvreté dans les familles monoparentales, qui est peut-être encore tout à fait d'actualité, en tout cas loin d'être résolue. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Entendre Florence sur ce qu'elle a dit oui, sur non, la revalorisation. Merci beaucoup. Alors, je vais juste compléter en fait 2-3 choses. D'abord, au fond, la question c'est qui a été le plus touché par l'inflation. Alors, comme le disait très bien Anne, c'est quand même incroyable. Je vais être un petit peu, moi, je suis pas la voix de l'INSEE, hein. Donc c'est quand même parfois on se demande. Non, mais je me dis que c'est quand même incroyable que les données soient disponibles avec autant de délais, quoi. C'est incroyable parce qu'au fond, même pour évaluer les politiques publiques, pour évaluer la qualité d'un personnage qui a été à l'État pendant presque 10 ans, la plupart des éléments, on ne les aura que sans doute après la prochaine mandature. Ça pose vraiment des problèmes de démocratie en quelque sorte. On nous dit qu'il faut évaluer les politiques publiques, mais ces données sociales qui sont absolument essentielles, on les a tardivement et souvent elles sont quand même de qualité. C'est rigoureux, mais c'est rigoureux, voilà, c'est rigoureux dans des conventions sociopolitiques qui pourraient être changées. Donc ça pose vraiment des problèmes vraiment importants. Mais pour revenir à l'inflation, donc si les chiffres sont à peu près ceux qu'ils sont, c'est vrai que l'inflation telle qu'elle a été connue, en tout cas en 2022 et 2023, elle n'avait pas été expérimentée, en tout cas elle était inédite sur les 40 dernières années, c'est quand même important, 40 dernières années. La dernière fois où on avait une inflation aussi forte, c'était en 1984. 40 ans avant, donc c'était vraiment assez exceptionnel. Mais le plus exceptionnel, il n'est pas là. Il est en effet, comme l'a dit tout au début Anne, il est dans l'explosion des prix de l'énergie, mais ça on l'a connu en 73 et en 79, même si ce n'était pas tout à fait dans des proportions aussi importantes pour en tout cas certaines énergies, mais des prix alimentaires qui ont augmenté de 23% sur 2 ans. 23% sur 2 ans, ça n'avait pas été expérimenté depuis les années 1960. C'est ça le truc le plus important et qui est quand même un petit peu sous-étudié. Le fait que les prix alimentaires aient augmenté de près d'un quart, ce qui n'avait pas été expérimenté depuis les années 60. Or, qui sont les ménages qui consomment le plus de produits alimentaires dans leur panier de dépenses? Ce sont les pauvres.
les plus pauvres, les premiers, deuxième, troisième déciles, disons, mais en tout cas les premiers, deuxième déciles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces ménages? Alors on n'a pas grand-chose, on sait simplement qu'il y a eu quand même une baisse du volume de consommation, et on ne sait pas encore, mais il y a quand même des enquêtes qui montrent ici ou là qu'ils ont surtout dégradé la qualité de ce qu'ils consomment. Et donc, dégrader la qualité de ce qu'ils consomment, on ne va pas tellement le voir dans les statistiques. Or, ça va avoir des incidences derrière sur la santé des gens. Et ça, c'est des choses dont on ne tient pas compte, ni dans les indicateurs en conditions de vie, ni dans les indicateurs de pauvreté monétaire. Et donc, je trouve que là, on se trompe finalement parfois de combat en disant est-ce qu'il faut prendre le seuil de 50, de 60, est-ce que c'est... Le problème, il n'est pas là, il est qu'au fond, les gens, pour survivre, eh bien, ils ont dégradé la qualité de ce qu'ils ont consommé. Mais là, on n'est pas sur les téléphones portables, on est sur ce qu'ils ingèrent, ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants. Et ça va avoir des conséquences très très longues, à moyen terme et long terme, sur la santé des gens, sur l'obésité des enfants, etc., etc. Et ça, je trouve qu'il faudrait qu'on en parle un petit peu plus. Donc, les ménages pauvres, évidemment, du fait de l'alimentaire, et puis évidemment, comme vous le savez aussi, ça a été montré dans un certain nombre d'enquêtes aussi, ceux qui ont le plus souffert, ce sont les périurbains. Parce qu'ils ont une dépendance à la voiture très très importante. Souvent, pour habiter dans les zones périurbaines, vous devez être, si vous êtes un ménage biactif, vous avez besoin de 2 voitures. Et là, ça a été une surconsommation énergétique très importante. Et par ailleurs, ça a été, je pense que c'était dans une des questions qui nous était posée, on ne sait pas non plus, je pense qu'on n'a pas encore totalement encore les dégâts que l'explosion des prix énergétiques auront sur un certain nombre de ménages, et en particulier un certain nombre de ménages qui sont dans l'incapacité de payer leurs charges. Parce que quand vous avez une augmentation des charges de 100% parce que les charges collectives de chauffage électrique ou au fuel ont été complètement démesurées, pas forcément avec le bouclier tarifaire mais l'année suivante, eh bien on n'est pas à l'abri en effet d'expulsions locatives l'année prochaine qui seront liées non pas parce que les gens ne peuvent pas payer leur loyer, mais parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs charges qui parfois sont supérieures au loyer, ce qui est quand même aussi un problème. Donc il me semble que, de toute façon, il y a des ménages qui souvent sont ceux qui ont un revenu arbitrable le plus faible, hein, c'est-à-dire une fois qu'ils ont payé un certain nombre de dépenses le plus faible, qui forcément en pâtissent le plus, parce que ceux qui ont beaucoup de revenus arbitrables et beaucoup d'épargne, comme le disait Anne tout à l'heure, ils agissent dessus, hein, et les autres qui n'ont même pas les capacités de s'endetter, eh bien jouent sur la qualité dégradée de ce qu'ils consomment, et en particulier de la qualité des biens alimentaires, qui est ce qui a le plus explosé. Et encore une fois, là on ne joue même plus sur 40 ans, sur 60 ans, on est sur 3 générations, quoi, qui n'a pas connu cette augmentation des prix des biens alimentaires. Merci. Peut-être maintenant une question peut-être sur l'autre spectre des déciles, sur les riches. Alors, est-ce que l'inflation, du coup, vous avez commencé un peu à répondre sur l'inflation, comment elle a touché les riches, est-ce qu'elle a fait baisser le nombre de riches, donc pareil, peut-être qu'on n'a pas encore les données actuellement, mais est-ce qu'elle a aussi impacté les personnes les plus riches, ou alors est-ce qu'eux, au contraire, ils sont totalement épargnés, est-ce qu'ils n'ont aucun souci avec l'inflation actuelle, et peut-être même, est-ce que certains en ont profité, est-ce qu'il y a des riches qui se sont enrichis grâce à l'inflation actuelle. Je voulais parler d'histoire, moi. Je vais parler d'histoire. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'à partir de 84, les salaires ont été désindexés. Et donc on a moins protégé le pouvoir d'achat des ménages. Et vous savez qu'à l'autre bout du spectre des consommateurs, en particulier des consommateurs pauvres, vous avez les épargnants riches. Parce que ceux qui épargnent, c'est ceux qui sont riches. Eh bien, au moment où, un petit peu juste après, qu'on a décidé de désindexer les salaires, il y a d'autres choses qui ont, elles, été indexées, et en particulier des produits financiers. Sous le capitalisme financiarisé, pour protéger les épargnants et les créanciers, on a indexé sur l'inflation des produits financiers pour protéger ceux qui épargnaient
et ceux qui plaçaient leur argent d'une possibilité d'un risque de dégradation du pouvoir d'achat de ce qu'ils plaçaient. Et en particulier, il y a eu un dispositif qui a été mis en place en 1998. C'est ce qu'on appelle donc le Trésor public a émis environ 10% de sa dette sous forme de ce qu'on appelle des obligations assimilables du Trésor. Et en fait, on les appelle parfois les DSK Bonds parce qu'ils ont été mis en place par Dominique Strauss-Kahn, qui était à l'époque ministre des Finances, et qui s'était inspiré de ce qu'avaient fait les États-Unis un an avant. Et vraiment, intentionnellement, l'idée c'était de protéger les créanciers d'une perte de pouvoir d'achat. Donc vous voyez le basculement du capitalisme. On protège les salariés, les ouvriers dans les années 50-60 quand même si la balle de tennis, etc., mais quand même, on les protège, c'est l'intention. Et puis, sous un capitalisme financiarisé, on n'a de cesse que de protéger ceux qui voilà, maîtrisent le marché financier, ceux qui peuvent placer leur argent, et on vient protéger leur placement en indexant leur placement sur des marchés financiers. C'est quand même assez fort de café d'une certaine manière, et ça montre bien l'histoire de ce capitalisme et de ces grandes transformations. Et de ce point de vue-là, une entrée par l'inflation, elle dit quand même beaucoup de choses de ce qu'est devenu le capitalisme aujourd'hui. Très bien, moi je vais essayer de répondre à conditions de vie et revenus, avec là aussi des éléments insuffisants pour le faire de façon chiffrée ou fiable. Du côté des éventuels arbitrages ou privations, on ne s'inquiète pas particulièrement pour les riches. Notamment du fait de leur épargne, comme je disais tout à l'heure, qui donne un matelas, un bouclier de protection contre l'inflation qui fait qu'on peut aller piocher en fait, il est probable que pour la plupart des personnes au-dessus des seuils de richesse, c'est pratiquement invisible le fait de la hausse des prix alimentaires. Plus bas. Alors, ce qui est toujours très haut, c'est l'épargne. Elle a augmenté pendant le Covid, tout simplement parce que les riches ne pouvaient plus dépenser leurs revenus. Et donc là, il y a un matelas qui, voilà, encore une fois, sert à piocher là, en cas de petits pépins. Si on se demande maintenant, là je parlais de privation éventuelle, je ne vois pas. Hein. Mais du côté des revenus, on peut se poser la question aussi. Alors, c'est une fierté maison, on fixe un seuil de richesse à l'Observatoire des inégalités qu'on essaye d'installer dans le débat public, de manière symétrique au seuil de pauvreté, pour pouvoir mesurer. C'est une nécessité méthodologique pour pouvoir dire combien il y a de riches, qui sont et comment évoluent selon leur part dans la population et leurs revenus. Donc on le fixe au double du niveau de vie médian, donc on dit on est pauvre si on est à la moitié ou en dessous du revenu médian, et on dit on est riche si on est au-dessus du double du niveau de vie médian, si on gagne au moins 2 fois plus que le français du milieu, que les classes moyennes. On n'a pas plus de données depuis 2021 que pour le reste des revenus, hein, donc je ne peux pas vous dire comment ça évolue. Mais disons que, imaginez qu'il y ait plus de personnes au-dessus du double du niveau de vie médian, ça voudrait dire que, en tout cas, les revenus des plus favorisés ont augmenté plus vite que ceux des classes moyennes, et qu'ils sont plus nombreux à dépasser ce seuil de richesse. Il y a quelques hypothèses qui permettent, il y a quelques éléments qui permettent de faire cette hypothèse. Qui va négocier des hausses de salaire au rythme de l'inflation ou plus vite que l'inflation, c'est probablement les mieux placés dans le rapport de force, donc ça va concerner notamment des cadres, des grandes entreprises, dans lesquelles les négociations sont collectives, beaucoup plus que des employés ou des ouvriers, des petites PME, où là, la négociation est individuelle ou très difficile. Et puis les cadres, ils ont une particularité, c'est qu'ils voient au cours de leur vie leur salaire augmenter et qu'ils ont des promotions. Alors qu'on voit beaucoup moins en termes d'âge d'augmentation du niveau de salaire entre les jeunes et les vieux salariés. Au contraire, chez les cadres, il y a des promotions, il y a des augmentations qui sont liées à des évolutions de carrière. Et donc, ce que dit l'INSEE, là, on n'a pas d'éléments encore, mais sur les augmentations de salaire, c'est que grosso modo, dans l'ensemble, les salaires ont suivi, je vous fais à la grosse touche, hein. Dans l'ensemble, les salaires ont suivi l'inflation, mais que c'est beaucoup plus fort chez ceux qui ont eu soit un nouveau poste, donc ça peut toucher des gens qui ne sont pas du tout riches, mais ça peut toucher aussi des gens qui ont pris un nouveau poste parce qu'ils ont décidé de quitter leur emploi pour un autre employé, qu'ils ont négocié une promotion, une augmentation de salaire, et là pour ça il vaut mieux être
cadres, diplômés, bien placés sur le marché du travail. Donc on peut imaginer qu'un rapport de force, il pèse plus fort pour obtenir des augmentations de salaire au rythme plus rapide que l'inflation. En revanche, moi je mettrais peut-être un petit bémol, un doute, c'est qu'aussi dans leur salaire, il y a une grosse part de primes, et que il y a sans doute des effets sectoriels, il y a des secteurs sans doute où du fait de la conjoncture, il y a sans doute des secteurs qui ont moins bien fonctionné, peut-être facilement plus. Donc ça reste à vérifier cette hypothèse. Ce qui est sûr en revanche, sur les salaires, donc je reste un peu prudente, ce qui est sûr en revanche, c'est que du côté des revenus du patrimoine, qui eux sont concentrés sur les riches, là on constate des hausses importantes, notamment une hausse très forte des dividendes. Alors les dividendes, ça ne concerne pas tous les riches situés au-dessus de seuil de richesse, qui représentent à peu près 3 900 € pour une personne seule après impôt, avec les données 2021. C'est pas l'ensemble de ces riches, de ces 5 millions de riches qui touchent les dividendes, c'est 1% des Français qui touchent la totalité des dividendes en France. Mais les dividendes, ils ont fortement augmenté ces dernières années, ils ont continué de progresser très fortement sur les 2 dernières années. Donc on sait que du côté des très très riches, les revenus financiers ont fortement monté, ce qui du moins sur le sommet de la distribution des revenus, très probablement provoquer un enrichissement significatif. Et puis, un peu comme tout à l'heure, je disais, il n'y a pas que l'inflation qui joue sur le revenu des riches, il y a d'autres éléments, donc notamment la fiscalité, puisque désormais, les classes aisées et les plus riches ne payent plus de taxes d'habitation. Ça représente 20 milliards en moins dans cette fiscale. On cherche d'où viennent les 20 milliards que le gouvernement est en train de chercher pour équilibrer le budget. Il y a aussi, donc je parlais du versement des dividendes, et puis la fiscalité sur précisément les revenus du patrimoine a été réduite par le premier gouvernement Macron, dans le premier mandat Macron, donc ça joue aussi en faveur des revenus des plus riches. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour en termes de... Dans les questions que vous me posiez, en préparation, il y a la question des secteurs. Moi, je ne suis pas capable de dire qui a vraiment tiré son épingle du jeu en termes de secteur. Peut-être Florence peut compléter. Merci. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Qu'est-ce que vous répondez à la critique des riches envers l'arbitrage des pauvres, qui consiste à dire en gros l'arbitrage est mauvais parce qu'ils vont préférer s'acheter le dernier iPhone plutôt que de consommer des fruits et légumes à la place, par exemple? Ou debout ou milieu. Attention à la bière. Attention à la bière. C'est bon. Qu'est-ce que vous répondez donc à la critique des plus riches envers les plus pauvres, qui consiste à dire que leur arbitrage est mauvais, parce qu'ils vont par exemple préférer s'acheter le dernier iPhone et pas consommer des fruits et légumes moins chers? Il y a toujours eu du paternalisme chez les riches, donc je ne vais pas trop commenter l'ineptie des riches, mais en revanche, ce que vous dites, il y a quelque chose d'important. Il y a dans, comme vous le savez, les dépenses contraintes. On n'en a pas encore parlé, peut-être on peut digresser un tout petit peu là-dessus. Les dépenses contraintes, là aussi, elles ont émergé comme problématiques, elles ont été mises à l'agenda politique au moment du passage à l'euro. Et ce fameux moment dont je vous ai parlé tout à l'heure, où la perception de l'inflation des ménages était beaucoup plus élevée que l'inflation officielle. Et là, il y a eu des tas de rapports qui ont été produits, mais vraiment, il y en a eu au moins 6 ou 7 sur les années 2004-2008, qui ont été produits par l'INSEE, par l'État, par France Stratégie, etc., pour essayer de comprendre le CAE, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Il y a eu notamment un super rapport, le rapport de Xavier Quinet, je vous conseille de le lire, sur la mesure du pouvoir d'achat, et dans lequel il faut émerger cette hypothèse de dépenses contraintes, qui aurait pu augmenter dans le temps. Et ensuite, ça a été documenté, et aujourd'hui, on a glissé d'ailleurs de l'idée de dépenses contraintes à l'idée de dépenses préengagées. Alors, petite parenthèse, c'est parce que l'INSEE ne veut pas entendre parler de dépenses contraintes. Dans un univers microéconomique du consommateur, le consommateur n'est jamais contraint. Il est souverain, le consommateur.
Et donc, voilà, il est souverain, il fait les choix qu'il veut, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de contraintes, etc. Et donc, on préfère l'idée de dépenses préengagées parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. C'est des dépenses qui tombent en début de mois, avant même que vous n'ayez le temps de consommer. Alors, de quoi s'agit-il? Dans le périmètre de ces dépenses préengagées, on y met la téléphonie, on y met la cantine scolaire, on y met le loyer et on y met les dépenses de charges autour du loyer, que sont l'énergie, etc. On n'y met pas l'alimentaire dans les dépenses préengagées, elles font partie des dépenses arbitrables. Et en fait, elles sont passées de 15%, ces dépenses préengagées, en 1960, à peu près 38% aujourd'hui. Donc c'est énorme. Et l'une des raisons de l'explosion de ces dépenses préengagées, c'est évidemment le loyer, mais je laisse le loyer de côté. C'est aussi le fait qu'on est dans des économies dites de la fonctionnalité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. C'est le fait que les gens achètent de moins en moins de biens dont ils deviennent propriétaires, mais ils ont de plus en plus accès à des usages temporaires du bien. Exemple qu'on donne classiquement en économie de la fonctionnalité pour montrer son caractère hyper vertueux en termes écologiques. Vous n'achetez plus de vélo, mais vous avez accès à un usage temporaire d'un vélo parce que vous le louez, parce que vous le prenez à une borne, etc., etc. Donc ça semble très très bien. Mais en fait, ça rend les individus hyper dépendants d'un certain nombre de contrats qu'ils prennent sur une plus longue durée. Et je vais prendre un exemple que je donne souvent à mes étudiants. Si vous avez un petit peu d'argent, que vous voulez, voilà, vous allez au cinéma, vous y allez une fois, ou vous n'y allez pas, ou bien vous achetiez dans un ancien temps que vous n'avez pas connu, des cassettes audio ou des DVD, et donc vous les achetiez de manière très ponctuelle. Voilà. Aujourd'hui, si vous faites les choses dans la légalité, bah, vous êtes connecté sur Canal+, sur Netflix, etc. Et ça, c'est des contrats qui tombent tous les mois. Et ces contrats, pour les opposer, bah, c'est pas si simple que ça. Et donc ça vous engage, et ça c'est ça les dépenses contraintes, ça vous engage de manière régulière et ça ne vous permet plus d'avoir une sorte de liberté dans vos manières de consommer. Et ces dépenses préengagées qui sont liées vraiment à cette économie de la fonctionnalité, elles ne font que s'accroître. Pareil avec le leasing pour les voitures électriques. Le leasing des voitures électriques premier prix dont le gouvernement nous fait tant de... Eh bien ça va aussi énormément contraindre les ménages les plus pauvres qui vont être engagés sur plusieurs mois, voire plusieurs années, pour des raisons sans doute en partie vertueuses, mais aussi qui vont le contraindre dans ses dépenses et qui risquent d'augmenter ses dépenses préengagées et qui vont réduire ce qu'on peut appeler aujourd'hui, ce que l'adresse appelle le revenu arbitrable, qui vont le réduire d'une manière très très importante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les inégalités de revenus arbitrables sont beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus parce que les dépenses préengagées des ménages pauvres sont proportionnellement à leurs dépenses beaucoup plus importantes que les dépenses préengagées des ménages riches. Et donc voilà, je pense que la question de la téléphonie mobile, enfin, ou du téléphone, etc., sont liées aussi au fait que les individus sont pris dans du consumérisme, mais qui n'est pas du fait du caractère arbitrable ou non. Ce sont liés au mimétisme, c'est lié à tout ce que la sociologie de la consommation a très très bien montré, ou à des effets Veblen, etc. Bref, je ne vais pas vous refaire tout un topo sur la sociologie de la consommation, mais qui explique beaucoup mieux que l'économie mainstream et son imaginaire d'un consommateur souverain, ce qui se passe dans la vraie vie. Alors voilà, après que les riches aient envie de tancer les pauvres sur le fait qu'ils aient des consommations qui sont immorales du point de vue des riches, bon, je n'ai pas très envie finalement d'étudier ça sous cet angle-là. Je réagis juste sur, enfin je complète juste sur la part du coup du budget qui est consacrée au logement. Elle a progressé très fortement sur les dernières décennies. Et si je peux ajouter un petit mot là-dessus, c'est en fait une sorte, au-delà de la mesure des inégalités de niveau de vie, d'immenses transferts de richesses entre des ménages jeunes et souvent pauvres, ou modestes en tout cas, ou des catégories populaires, vers des ménages âgés qui constituent, et riches, qui constituent les propriétaires à la fois de leur logement et de logements mis en location. Donc voilà, c'est un élément complémentaire pour saisir cette question des budgets contraints par le loyer, par des abonnements, et
l'effet très inégalitaire que ça peut avoir sur les ménages modestes ou sur les ménages élevés. C'est quelque chose qu'a très bien montré Piketty dans Le Capital au XXIe siècle, quoi, sur l'effet de l'accumulation par l'immobilier sur l'enrichissement à faible énergie, quoi. Il y a eu une autre question, moi peut-être Paul-Antoine et ensuite... Alors, je parle bien fort pour qu'on m'entende. Moi j'ai une question sur la cause de l'inflation. Vous aviez évoqué pendant Jeanne Caprice rapidement une boucle prix-salaire qui est des années 70-80. On sait que le SMIC il a beaucoup augmenté ces dernières années. Est-ce que ce serait pertinent de parler de ça pour parler de l'inflation se maintient aujourd'hui? Anne Brenner a parlé des dividendes et de l'augmentation des dividendes versés. Est-ce qu'il n'y a pas une piste? Est-ce qu'on peut parler de boucle prix-salaire, de boucle prix-profit? Alors c'est vrai qu'avec la reprise de l'inflation en 2022-2023, on a vu fleurir des tas d'hypothèses différentes autour des raisons de cette montée de l'inflation. Elles sont à chercher, en tout cas, elles ne sont pas monétaristes. Il faut laisser Friedman de côté, je pense, et elles sont plutôt allées chercher du côté de l'économie réelle. On a eu à la fois la question du Covid et toutes les politiques de stop and go qui ont évidemment déstructuré complètement le commerce international et qui ont créé ici des pénuries, créé là un petit peu de... Voilà, et qui ont créé les premières tensions sur l'inflation, parce que l'inflation est arrivée avant le conflit géopolitique russo-ukrainien, et puis le conflit politique russo-ukrainien s'est ajouté à cela, et donc a joué sur la question de l'énergie notamment. Et donc vous aviez déjà des perturbations des lignes d'approvisionnement d'un côté, et puis de l'autre vous avez cette énergie qui a été surenchérie d'une manière exponentielle juste après, et donc avec incapacité de se reposer, de retrouver une sorte d'équilibre, si toutefois l'équilibre existait, ce qui est évidemment pas tellement dans mon esprit, puisque je pense que le capitalisme est toujours en crise. Et au fond, la vraie vie tend à confirmer plutôt que le capitalisme est toujours en crise. Et en fait, ça, c'était les deux premiers événements, en quelque sorte. Après, comment l'inflation se diffuse? Pour le coup, on ne peut pas dire qu'elle se soit diffusée par un surenrichissement des salaires. La raison en est que dans le rapport capital-travail, je parlais avec des gros mots, mais quand même dans le rapport capital-travail, les syndicats sont tellement affaiblis que, mis à part dans certains secteurs d'activité extrêmement précis, là où les cadres sont très bien organisés, ou dans les énergies fossiles qui ont fait voilà, qui veulent aussi la paix du salariat, eh bien, il n'y a pas eu, enfin, il y a eu éventuellement un effet de rattrapage, mais souvent un effet de rattrapage bien après l'augmentation des prix. Donc l'effet de rattrapage, les salariés courent toujours après, hein. Quand on dit aujourd'hui que l'inflation, elle est à 2%, les 24% d'augmentation d'alimentaire, ils sont toujours là. Hein, pour les salariés, ils sont toujours là. C'est-à-dire que les prix sont quand même toujours à 24% plus élevés qu'ils ne l'étaient en 2019. Il y a toujours un effet cumulatif. Tant qu'ils n'auront pas baissé de 25%, on ne peut pas dire qu'on soit retombé à l'ancien niveau. Il faut vraiment qu'on ait ça en tête. Donc quand on dit qu'on se réjouit qu'il ne soit plus qu'à 2,5%, mais on a quand même tout l'historique derrière. Et si les salariés n'ont pas obtenu des augmentations de salaire, bah, c'est toujours pour eux une perte de pouvoir d'achat. Et je pense qu'elle continue d'être quand même partielle pour les salariés les plus pauvres. Mais donc il y a eu ces facteurs un peu inflationnistes qui ont été traditionnellement mis en avant. Mais on n'est pas du tout à l'abri du fait qu'il puisse y avoir eu ce qu'on appelle une greedflation, c'est-à-dire une sorte de petite boucle, non pas prix-salaire, mais prix-profit, et en particulier parce que dans les 15 dernières années, vous avez eu des secteurs hyper spéculatifs, ah bah tiens, précisément dans l'alimentation et dans l'énergie. Et à un moment où il n'y a plus du tout on a perdu complètement les repères cognitifs collectifs autour de ce que c'était qu'un bon prix, pendant une période où les prix augmentent, où les étiquettes bougent tous les mois, vous ne savez plus ce qu'est le bon prix. Vous arrivez en disant tiens, à quel prix je vais trouver, moi je pense souvent à l'exemple du fromage blanc, quel va être le prix de mon fromage blanc ce mois-ci? J'ai vu qu'ils bougeaient tout le temps, parfois ils étaient à la hausse, parfois un petit peu à la baisse, souvent très à la hausse, avec des prix complètement démesurés parfois.
avec aucune explication. Et donc il y a eu quand même des effets opportunistes d'un certain nombre et de distributeurs et de producteurs, en tout cas des gros producteurs, pas les petits évidemment qui prennent le prix, sont des price takers et pas des price makers, mais pour les gros industriels ont fabriqué leur prix, et puis les industriels et les distributeurs ont aussi, ici ou là, ils en ont profité. Donc il y a eu un opportunisme autour de ça. Mais évidemment, la boucle prix-profit, elle a quand même des limites. C'est qu'à un moment, s'il n'y a plus que du profit, plus personne ne va rien acheter. Donc voilà, autant la boucle prix-salaire, elle peut se comprendre éventuellement d'une manière un peu produisant éventuellement de l'hyperinflation, autant la boucle prix-profit, à un moment ça s'arrête, quoi, disons. Et ça, les post-keynésiens, pour ceux qui voient de qui je parle, peuvent comprendre. Après, moi je pense qu'il va y avoir d'autres effets beaucoup plus structurels à des phénomènes inflationnistes latents qui vont perdurer et qui sont liés aux phénomènes écologiques. Alors les premiers d'entre eux, c'est ceux qui seront contraints. Les sécheresses, les conséquences sur les récoltes, les conséquences sur la production des hydroénergies. Quand vous n'avez plus d'eau dans les fleuves, vous ne pouvez plus produire dans les barrages. Et ça, on l'a déjà vu. Et donc, quand vous avez des baisses de consommation, de production, ça a des incidences sur les prix. Des rendements décroissants dans les énergies fossiles, et donc de toute façon les énergies fossiles, qu'on le veuille ou non, avec ou sans taxe, ils vont avoir des prix qui vont augmenter dans le futur, et puis des difficultés croissantes d'accès à un certain nombre de matériaux, et comme vous le savez aussi, des primes par exemple d'assurance qui vont exploser dans une période de d'effondrement écologique. De toute façon, de mon point de vue, ce sera inflationniste. Alors on me répond, et notamment certains économistes me répondent, oui, mais il va y avoir des économies d'échelle dans de nouvelles filières. Et c'est vrai. C'est vrai que quand on va investir dans des énergies renouvelables, eh bien c'est vrai qu'il va y avoir ici ou là des prix dans un certain nombre d'énergies qui pourront être à la baisse. On peut bien le comprendre. Mais il y a un rapport qui est paru, et ça sera mon dernier point, celui de Jean Pisani-Ferry sur l'adaptation économique à la transition écologique. Et là, tout n'est pas tout à fait intéressant dans ce rapport, mais il y a des choses intéressantes, et en particulier ils disent qu'il va falloir beaucoup investir. Vous avez peut-être entendu parler, ils disent qu'il faudra investir au moins 60 milliards par an, 600 milliards par an, pardon, je savais bien que j'allais dire une bêtise, donc 60 milliards par an, 60 milliards par an, voilà, c'est déjà pas mal, 60 milliards par an, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, pour la première fois dans le capitalisme, les investissements n'auront pas pour vocation de faire des gains de productivité dont on dit qu'ils tirent plutôt l'inflation vers le bas, en tout cas, voilà, mais auront pour vocation et pour finalité de baisser la matérialité des produits et de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Je vous la fais courte. Mais baisser les émissions de gaz à effet de serre, ça peut être très inflationniste. Donc pour la première fois, les gros investissements qu'on aura n'auront pas pour vocation à augmenter la productivité. Ça, c'est quand même très intéressant. Parce que les effets que ces investissements auront sur l'économie, et notamment sur la tension inflationniste, elle n'est pas du tout assurée. Et en particulier, il faut s'attendre à un ralentissement des gains de productivité, qui sont déjà très à l'œuvre, puisqu'on n'a pas beaucoup de croissance, mais qui risquent de s'accentuer. Et pourquoi pas des décroissances, même quand on ne l'a pas choisi politiquement. Alors, il y avait d'autres questions. Oui, vous n'avez pas parlé des grands perdants que sont les fonctionnaires, avec le point d'indice et vous n'avez pas parlé des grands perdants que sont les fonctionnaires, avec le point d'indice qui n'est pas revalorisé depuis très longtemps. Alors on nous dit, mais ils arrivent à maintenir leur pouvoir d'achat avec le GVT, le glissement vieillesse technicité. Mais si c'est les inventions individuelles qui font simplement maintenir le pouvoir d'achat, ça veut dire qu'en euros constants, ils partent à la retraite avec le même salaire qu'ils sont entrés. Un autre exemple, je fréquente beaucoup les infirmières pour maintenant. Elles n'ont pas les actes n'ont pas été revalorisés depuis 14 ans. Hein, les infirmières libérales. Depuis 14 ans, elles n'ont pas été augmentées. Pendant ce temps-là, nous les retraités, on a quand même été augmentés de 18%. Et peut-être juste un point pour compléter le tableau. Du côté des infirmières, ou en tout cas de la santé, il y a eu en revanche à la suite de la crise Covid, alors vous avez dit décidément que je prends bien du coup la défense du gouvernement,
Mais il y a eu, à l'inverse, en tout cas un choix politique, à mon sens, de favoriser les salaires des soignants de l'hôpital public au détriment de la revalorisation des actes du libéral. Avec tout de même des aides à l'installation. Enfin, voilà, il y a d'autres éléments qui viennent compléter les revenus des libéraux, mais ça dépend de bon, il faudrait, c'est vrai, regarder catégorie par catégorie, profession par profession. On n'en a pas tout à fait les moyens statistiquement encore, mais ça viendra. Mais c'est vrai que de toute façon, à partir du moment où il n'y a plus de puissance syndicale suffisante pour renégocier des augmentations simplement pour maintenir le pouvoir d'achat, et là on sent qu'ils ont quand même totalement baissé les bras là-dessus, qu'il y a un tapis rouge qui est déroulé pour qu'on ait une sorte de réduction progressive, année après année, grignotée du pouvoir d'achat des ménages. Mais je pense que du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Mais pire encore, les prestations sociales. C'est-à-dire quelle est la baisse du pouvoir d'achat, ou en tout cas, pas forcément du pouvoir d'achat, mais par exemple de la revalorisation du RSA par rapport au SMIC. Alors voilà, vous prenez les deux courbes et c'est spectaculaire. Il y a une sorte de découplage complet et qui fait que, voilà, on a quand même des gouvernements néolibéraux aujourd'hui qui mettent un certain nombre d'individus les plus pauvres dans des situations absolument de survie, à peine de survie, et qui posent évidemment des questions, y compris pour la cohésion sociale de nos sociétés. Après, pas être surpris d'accès de violence ici ou là, qui peuvent prendre des formes épidermiques très individuelles ou beaucoup plus collectives. On l'a connu au moment des Gilets jaunes, mais on en a presque tous les jours. Et évidemment, on ne peut pas excuser ça uniquement sous un angle sociologique, mais il faut accepter l'idée que l'explosion des inégalités a des conséquences sur l'insoutenabilité et de la cohésion sociale et de l'incohésion sociale de nos sociétés. Et la capacité à pouvoir vivre ensemble dans une société qui ne tient pas compte de ces problèmes d'aggravation des inégalités est vraiment tout à fait inquiétante, y compris pour la démocratie. Et oui, une dernière question, peut-être. Alors, tout à fait sur un autre. Ah mince, j'ai fait bouger la caméra, excusez-moi. Ouais. Alors tout à fait, un domaine tout à fait différent. Avant la question, je vais faire deux remarques. Vous avez parlé de sociologie de la consommation comme si ça parlait à tout le monde. Alors je signale qu'au lycée, on ne parle quasiment plus de consommation depuis les nouveaux programmes, sauf le surplus de consommateurs. C'est démentiel. Et l'inflation, qui était un très gros chapitre des programmes de lycée en première, hein, on expliquait comment ça se construisait, les causes, les conséquences. L'indice CGT, on l'enseignait, on en parlait. Il n'y a plus de chapitre sur l'inflation depuis le milieu des années 90. C'est pour ça que vous n'achetez plus. Pardon? Une blague. J'ai pas entendu. C'est une blague, je vous réponds. D'accord. Hors caméra. Et donc, je dirais que ça explique sans doute une chose. Moi, en tant qu'enseignant, quand vous avez dit que le nouveau calcul de l'inflation était sur l'homo economicus, je l'ignorais totalement. Bah oui. Totalement, et je ne comprends pas très bien ce que ça peut être. Est-ce que c'est possible de nous expliquer sur quoi ça repose? Ce serait quoi le panier de l'homo economicus? Je n'ai pas très bien compris ça. Bon, déjà, je regrette moi aussi amèrement qu'il n'y ait plus rien sur la sociologie de la consommation, parce qu'en plus, là, pour le coup, facile de faire des cours inductifs à partir des comportements et des pratiques des élèves, donc ça leur parle, etc. Et nous, on fait des cours de socio-économie de la consommation et des services dans nos licences, et ça plaît bien aux étudiants, précisément parce qu'on peut étudier des choses, des vrais problèmes contemporains, bref. Et puis en plus, on a quand même des grands sociologues et des grands institutionnalistes qui ont vraiment étudié et qui sont entrés par ces questions-là, quoi. Évidemment, Bourdieu par les pratiques, mais Veblen aussi, qui était quand même, voilà, c'est quand même des grands auteurs, et du coup, on se demande si les étudiants savent même qui sont ces auteurs. Alors, sur le... Alors, ah bah oui, mais eux ils sont là ce soir, donc c'est la crème de la crème. Alors, pour pas botter en touche, mais pas y passer non plus trop de temps, j'ai écrit un article dans La Vie des idées sur le glissement vers un consommateur qui serait plutôt un consommateur théorique
Mais évidemment, ça nécessite d'entrer vraiment dans la glaise de la manière par laquelle on mesure l'inflation. Mais je vais donner juste un petit exemple. De moins en moins, enfin de plus en plus, l'INSEE utilise, je rentre dans la technique, hein, non plus les moyennes arithmétiques pour, bah oui, je suis désolée, pour faire la moyenne des biens qui entrent dans le panier, parce que vous avez des prix, vous prenez, je vais quand même parler à monsieur qui veut tout de suite. Donc vous avez un panier avec plein de produits dedans, et les produits ils augmentent chacun de manière différenciée. Il y en a un qui a pris 2%, il y en a un qui a pris 4%, etc. Et ces produits, il faut en faire une moyenne de tous ces pourcentages. Et donc l'idée originelle des proto-indices, et jusqu'aux années 80 ou 70, c'était de dire, on va faire la moyenne arithmétique de toutes ces variations, et on va pondérer par le coefficient budgétaire, c'est-à-dire le poids de chaque bien dans la dépense. Moyenne arithmétique, comme vous faites une moyenne arithmétique de vos notes en fin de semestre. On pondère chacune des valeurs par le poids qu'il a, et là c'est le coefficient budgétaire de chacun des biens. Eh bien, aujourd'hui, on utilise de plus en plus, en tout cas pour les niveaux infrabiens, l'INSEE utilise la moyenne harmonique. Alors la moyenne harmonique, on se dit... géométrique, pardon, merci, autant pour moi. La moyenne, je ne sais pas pourquoi ça m'est... La moyenne géométrique. Et la moyenne géométrique, en utilisant cette moyenne, le diable est dans les détails, l'hypothèse qui est faite, c'est que le ménage est toujours très rationnel, et quand il voit toutes choses égales par ailleurs, le même bien mais moins cher, il va vers le bien le moins cher. Mais en fait, non. Ça, c'est s'il était hyper rationnel. Mais en fait, il n'est jamais rationnel. Il est très dépendant des marques qu'il utilise. Mon fils, c'est toujours le Nutella. Moi-même, c'est toujours telle marque de fromage blanc parce que j'adore celui-là et je ne vais pas en changer. Et donc, je ne suis pas hyper rationnel. Et personne n'est hyper rationnel dans sa manière, parce que précisément la sociologie de la consommation ou bien une bonne économie institutionnaliste de la publicité va nous montrer à quel point on est très très dépendant d'un certain nombre de biens. Et donc rien que ce passage de la moyenne arithmétique à la moyenne géométrique, eh bien, a eu tendance à tirer la moyenne, et donc l'inflation, vers le bas, toutes choses égales par ailleurs, sur tout le reste. Et ça date d'une autre controverse que vous lirez dans mon ouvrage, qui est la controverse Boskin, qui est arrivée au milieu des années 90 aux États-Unis. Et dans ce chapitre, je montre, mais c'était pas très difficile de le montrer, parce que tout le premier chapitre de ce rapport Boskin aux États-Unis est énoncé explicitement ainsi. Boskin s'est vu confier une mission par le président de la Fed à l'époque, qui était... Greenspan ? Qui était Greenspan, exactement, et il s'est vu confier une mission pour essayer de calculer une inflation qui serait moins haute que la précédente pour réduire les dépenses publiques américaines. Et donc c'est tellement expliqué qu'on n'a même plus besoin d'essayer de trianguler l'information. Et donc Boskin, voilà, il s'est, comment pourrais-je dire, il s'est exécuté et il a calculé un indice de l'inflation plus faible pour baisser les dépenses publiques américaines. Et ensuite, cette référence et ce rapport Boskin, pas tout de suite en France, mais 15 ans, 20 ans après, est devenu la référence de l'ensemble des réformes de la mesure des prix. Et donc aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, l'inflation est plus faible parce que la référence et le point de repère, si vous voulez, la légitimité de toutes les réformes, c'est le fait que le consommateur se comporterait de manière hyper efficace. Alors là, je vous l'ai montré pour la moyenne arithmétique par rapport à la moyenne géométrique, mais je pourrais vous le montrer aussi sur d'autres réformes, et en particulier le fait qu'aujourd'hui, on utilise des profils types de consommateurs dans la consommation de biens, par exemple de téléphonie, plutôt que de la collecte de prix, comme on va collecter les prix de boîtes de petits pois ou bien de carottes de marché. Merci. Peut-être un dernier thème sur lequel on n'a pas encore trop parlé, c'est sur les politiques qui ont été menées suite à l'épisode actuel d'inflation. Donc il y a eu, voilà, suite à la forte inflation de ces dernières années, le gouvernement a tenté de faire des choses, notamment en limitant l'inflation des prix de l'énergie, avec le bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut penser de ces politiques? Est-ce qu'elles ont été
bénéfiques? Est-ce qu'elles ont permis de préserver les ménages de l'inflation? Et peut-être qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Ou qu'est-ce qu'on, dans l'idéal, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelle politique on pourrait penser pour que l'inflation ne baisse pas sur certains ménages? Je vais peut-être commencer par rappeler ce qui a été fait. Donc, notamment, vous l'avez dit, le bouclier tarifaire qui a permis de contenir, non pas d'annuler, mais de contenir l'augmentation des prix du chauffage, de l'électricité. Pour 2022, l'INSEE estime que cette augmentation a été de 22%, et sinon elle aurait été de 46%. Et puis la remise à la pompe pour l'essence. Et là, pareil, une augmentation de 24%, et sinon elle aurait été sans ce bouclier tarifaire de 34%. Donc un effet, on pourrait dire dans un premier temps, déjà on peut constater que ça a eu un effet sur les prix et sur l'inflation. Et puis, à côté de ça, il y a eu aussi quelques mesures ciblées, alors peut-être moins coûteuses, je vais y revenir dans un instant, mais sur les ménages modestes. Donc l'allocation de rentrée scolaire qui est versée en septembre et qui suscite souvent des questions. Donc elle a été augmentée, il y a eu aussi un chèque énergie et puis un bonus exceptionnel de 200 € en 2022 et puis une indemnité inflation. Attention, ces mesures, contrairement au bouclier tarifaire, n'ont pas été renouvelées en 2023. Donc ça c'est des mesures de 2022 uniquement. Et si on regarde combien les ménages auraient payé en plus s'il n'y avait pas eu ces mesures, eh bien, en moyenne, pour les Français, ils auraient payé 420 € de plus à la consommation. C'est 340 € de plus en chauffage et 80 € en moyenne en essence. Mais ça, c'est une manière de maintenir l'ordre établi. En aucun cas, ça réduit les inégalités. Parce que qui roule le plus et chauffe le plus, c'est les plus aisés. Donc, ça représentait 630 € annuels pour les 20% les plus riches. Et ça représentait 300 € annuels pour les 20% les plus pauvres. On n'a pas de tranche de revenus plus détaillée. Et si je veux commencer à donner un avis, peut-être, je dirais ça a eu un effet donc, efficace sur les prix. On va le sentir passer cette année, la hausse des taxes sur l'énergie. Ça a eu un coût énorme, massif. On a supprimé en même temps la taxe d'habitation, je le rappelle. Donc on a dépensé sur 2021-2022 30 milliards d'euros, dont 5 milliards seulement ont été ciblés sur les plus pauvres, le reste c'était le bouclier énergie, et puis j'ai vu là récemment que l'OCDE avait chiffré ça en rajoutant l'année 2023 à 60 milliards, donc sur ces 3 années. Et du coup, ça a été une mesure extrêmement coûteuse. Elle a permis, en effet, sans doute, de maintenir le niveau de vie des ménages, de ne pas avoir une grosse perte de pouvoir d'achat finalement au niveau macro. Il faudra regarder en détail quand on aura des données sur les inégalités. Mais elle a été très coûteuse. Le gouvernement revient dessus aujourd'hui. Alors d'abord en annulant en 2023 les mesures ciblées sur les plus pauvres, ce qui n'est pas forcément l'avis que j'aurais donné s'il me l'avait demandé. Et ensuite en réduisant progressivement le bouclier fiscal. Donc là on est vraiment dans un dilemme classique entre des mesures ciblées et puis des mesures non ciblées. Il faut reconnaître qu'arbitrer entre les deux c'était pas simple. Donc l'efficacité a été choisie au détriment du coût massif pour la collectivité. Et puis si on cible, il faut se demander qui on veut cibler. Est-ce que c'est les ménages modestes ou est-ce que c'est ceux qui roulent le plus et qui chauffent le plus, y compris les ménages ruraux, âgés, qui sont très loin des riches que je décrivais tout à l'heure. C'est compliqué de le faire dans ce cas-là. Et puis si on veut... par contre, ce qui a relativement beaucoup moins été fait, c'est d'agir sur les revenus. Donc, vous le rappeliez, monsieur, l'État est employeur. Donc, il est employeur de nombreux fonctionnaires, et parmi eux, toute une frange importante de travailleurs pauvres et précaires, ou en tout cas, et modestes. Donc là, de ce côté, il y aurait eu des pistes aussi, pour répondre au contexte inflationniste. Il y a des mesures qui ont été ciblées sur les prestations sociales, certes, mais on a vu un budget modeste, et puis en même temps, on voit une réforme sur l'indemnisation du chômage qui arrive et qui va en amener les effets. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour un premier commentaire, et puis après... Bon, en fait, tu as presque tout dit.
dit. Je vais juste ajouter 2-3 petits points. Le premier, c'est que ce sont des politiques hyper court-termistes, c'est-à-dire qui règlent la question du maintien du pouvoir d'achat à très court terme, qui ont des effets rebonds en matière d'effets d'aubaine pour les ménages les plus riches, qui en ont profité pour pas du tout modifier leur consommation, puisque c'est quand même les couples, enfin en tout cas ceux qui ont les plus grosses voitures, qui font les plus grosses routes, qui ont les plus grosses maisons, etc., et qui ont le plus consommé, et donc ils n'ont pas du tout été incités à bouger les autres. Donc l'effet d'aubaine, c'est le fait que ça s'applique à tous, en fait, hein, et qui fait que certains, c'est vraiment important pour eux, et c'est même décisif, mais pour d'autres, ils auraient pu s'ajuster, s'adapter, faire un peu autrement, modifier leur comportement, et on ne les a pas du tout aidés à le faire en n'utilisant même pas ce signal prix, qui est d'ailleurs plutôt une politique assez classique des économistes. Donc c'est même parfois un peu surprenant. Et puis c'est une politique de court terme parce que précisément ces 30 ou 60 milliards, là je te fais confiance parce que je n'ai pas été regardé, mais ces 30 ou 60 milliards auraient pu être utilisés pour profiter avec des guillemets évidemment de cette période hyper inflationniste autour notamment de l'énergie, pour faire modifier les comportements des ménages en matière de consommation et de dépendance aux énergies fossiles. Alors pour un certain nombre de dispositifs, certainement ça aurait été un petit peu long, mais en tout cas là pour le coup, personne n'a été invité à se dire faut-il que dans une copropriété nous envisagions par exemple de passer à la pompe à chaleur, faut-il que dans telle propriété ou pour tel comportement je passe à la voiture ou au partage. Enfin voilà, il y a vraiment eu là un raté et une sorte de rendez-vous manqué sur les passages aux politiques de transition énergétique, voire écologique, qui est évidemment tout à fait désastreuse. Et puis comme le disait très bien Anne, c'est une politique de très court terme avec un effet rebond sur des augmentations de prix plus tard qui seront sans doute un peu inévitables, même si pour l'essentiel, en fait, ces politiques, elles ont eu comme objectif de lisser, en fait, c'est-à-dire d'éviter une très grande hausse, mais d'atténuer aussi une très grande baisse. C'est-à-dire, en fait, c'est ça, ça a été une politique de lissage qui a évité les variations saisonnières, enfin, si toutefois on peut considérer que c'était une variation saisonnière. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Les jeunes, là, on voudrait les entendre. Ouais. Une question, les jeunes, les lycéens. Ah, bah voilà. Mais je pense que c'est... Non, on commence jamais comme ça. Il faut y aller et ça sera une super question. Avec la hausse de l'inflation, est-ce qu'il y a eu une augmentation des cartels qui auraient pu se cacher à travers l'inflation? Des quoi, des cartels, des entreprises qui se mettent d'accord sur des prix trop élevés par rapport à alors là, moi je dis, c'est une question d'experte. Aucune idée, mais c'est une très bonne question. Enfin, ça rejoint un peu les stratégies qu'un certain nombre de firmes multinationales, en particulier, ou de très grosses entreprises ont pu développer pendant cette période. Alors, par exemple, la greedflation, je vais répondre un peu à côté. Vous savez, quand on ne sait pas répondre, on fait... mais ça me fait penser à autre chose. Pendant le moment cette boucle prix-profit que certains ont mis en avant, elle n'a pas été uniquement soulignée ou énoncée comme hypothèse par des salles gauchistes, etc. C'est le FMI et la Banque Centrale Européenne qui ont mis ces questions aussi sur la table, et en disant il faut impérativement que les firmes multinationales sachent raison garder autour des profits qu'elles ont engrangés alors même qu'on était en période d'inflation.
Après, c'est pas très difficile quand même de mettre à côté l'évolution de l'inflation, enfin sur un même graphique, l'évolution de l'inflation et l'évolution des profits des grandes firmes qui précisément sont sur ces secteurs qui ont provoqué l'inflation, les grandes firmes spéculatives de l'agroalimentaire d'un côté et puis les firmes des hydrocarbures de l'autre. Et là c'est assez spectaculaire parce qu'on a évidemment des corrélations qui n'est pas raison, vous le savez bien, mais des corrélations qui sont quand même assez spectaculaires. Après, est-ce que ça a joué sur les cartels ou sur les oligopoles ou sur les ententes? Là, j'avoue, je ne sais pas bien répondre, je ne sais même pas du tout répondre, mais c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une hypothèse par rapport au transport maritime, est-ce qu'on peut imaginer que c'est quand même des structures un peu oligopole aussi, qu'il peut y avoir cette pression à la hausse des prix, peut-être plus que simplement les rapports offre-demande? Ah bah, ça c'est sûr et certain que dans le commerce maritime, il y a eu, alors est-ce que c'est sous forme d'entente, je ne sais pas, mais qu'il y a eu en tout cas, qu'ils ont utilisé l'opportunisme de l'inflation pour constituer des marges qu'ils ne sont pas prêts à réduire aujourd'hui pour partie. Après, le commerce maritime, il est bousculé par bien d'autres choses. Il est bousculé par les conflits géopolitiques quand même, et donc là, dans le moyen terme, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, et ça peut aussi avoir des effets en boucle sur l'inflation. Enfin, d'ailleurs, au moment où, dans la toute première période du Covid, ça avait déjà bousculé beaucoup, et quand je parlais de politique stop and go, je pensais aussi au commerce et au transport maritime. Et puis, donc, conflits géopolitiques, et puis les politiques environnementales qui, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, vont être obligées d'être mises en place. Et donc les taxes environnementales, les taxes écologiques, les taxes aux émissions de gaz à effet de serre, d'une manière ou d'une autre, vont être une pression. La relocalisation va avoir un coût. Merci bien. Du coup, voilà, est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas d'autres questions? Dernière. Ouais. Ah, très bien. Au moment du passage à l'euro dont vous parliez tout à l'heure, pour finir, est-ce qu'il y a eu bel et bien une inflation importante ou c'est juste une perception? Alors moi je fais partie de ces socio-économistes qui considèrent qu'il n'y a pas de réalité, mais il n'y a que des artefacts qui donnent à voir la réalité, et ces artefacts sont les statistiques, et les statistiques sont elles-mêmes le fruit de rapports de force. Et donc j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec en tout cas tous ces analystes un peu de mon point de vue paresseux qui considèrent que ce ne sont les ménages qui n'ont rien compris et que leurs perceptions sont fausses. Et que je pense qu'il y a toujours quelque chose à dire et quelque chose à penser quand on a un hiatus aussi élevé entre une inflation dite officielle et une inflation telle qu'elle est perçue par les ménages. Les ménages, parce que souvent, enfin, je me souviens d'un côté de la statistique où on disait mais pourquoi les ménages se trompent autant? Mais c'est pas qu'ils se trompent autant, c'est qu'ils ont une perception qu'il faut prendre au sérieux et qu'on peut éclairer par plein d'autres choses, et par de la sociologie de la consommation, par de l'économie de la fonctionnalité, par l'évolution des dépenses contraintes qui ont émergé à ce moment-là et qui peuvent éclairer en partie, et puis par le fait que, au fond, l'indice de l'inflation dans une société aussi hétérogène, à la fois dans les pratiques de consommation et aussi inégalitaire, eh bien un indice d'inflation moyen, ce qu'on appelle parfois la dictature de la moyenne, elle finit par ne plus parler à personne. Et donc c'est plutôt un indicateur qui devient un peu désuet, mais c'est ennuyeux, parce qu'on a besoin d'indicateurs, enfin moi je plaide, je ne suis pas pour qu'on se mette à distance, mais on a besoin d'indicateurs qui sont des bonnes manières de nous coordonner ensemble, et donc de mon point de vue, pour retrouver la confiance dans ces indicateurs, il serait nécessaire de renouer avec les conditions du pluralisme intellectuel au sein même de l'INSEE, et ça c'est complètement perdu. Si je disais un petit mot de la fin, ce serait sur un tout autre sujet. C'est peut-être pour revenir sur les mesures qui ont été prises pour préserver le pouvoir d'achat des ménages.
et alerter sur celles qui sont annoncées aujourd'hui, de réduction budgétaire à l'échelle de l'État et de non-augmentation des impôts, notamment sur les classes moyennes, au nom finalement du pouvoir d'achat, alors que précisément, avec les besoins immenses dont on va avoir tous besoin à la fois en matière de protection de l'environnement, Florence en parlait, mais on pourrait ajouter le vieillissement de la population, la protection sociale, la santé. Précisément, ce serait le moment de remettre sur le haut de la pile du débat public la question de la fiscalité, d'une fiscalité largement assise sur l'ensemble de la population, et plus progressive qu'aujourd'hui, mais bien loin des mesures qui sont prises à la fois de réduction, je parlais tout à l'heure de réduction de l'indemnisation du chômage, de se placer des ressources fiscales qui pesaient sur les classes moyennes et les plus aisées, et puis de nous annoncer qu'on va tenir à toute fin cette promesse de ne pas augmenter les impôts. Eh bien, merci beaucoup aux intervenantes. Merci à tout le monde d'être venu aussi ce soir. Si vous voulez, vous pouvez rester. Voilà, il y a la possibilité de se restaurer sur place. Les cafés sciences sociales, c'est terminé pour cette année. Il y en aura d'autres l'année prochaine. Si jamais vous voulez... Année scolaire, ah oui. L'année scolaire, oui. Majorité. Si jamais vous voulez être informé des prochains cafés sciences sociales, n'hésitez pas, on peut faire passer une feuille. Vous pouvez laisser votre contact sur cette feuille ici. Donc voilà, si jamais vous restez à Tours l'année prochaine, ou si vous voulez être informé. Et bravo les jeunes d'être venus jusqu'à 20h30 dans le chapeau. Hyper concentrés. Mais la note derrière.